Bonsoir, Sahaftorkum, pour le dernier jour du Ramadan de cette année. Le titre, plutôt l'édito d'aujourd'hui, tiendra tout entier dans le titre de l'émission d'aujourd'hui, Algérie, 19 mars, journée d'une victoire inachevée. Écoutez-moi. Retournez chez vous. Qu'est-ce que vous voulez? الاستقلال! روحوا بلادنا! الاستقلال! الاستقلال! الحقوا حريتنا! هدوا خارج منامي هدوا! Je rappelle que les images que vous avez vues au début de cette entrée en matière ont été extraites du film La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo, un film rentré dans l'histoire du cinéma, mais aussi et surtout dans celle de l'Algérie, de la longue résistance, de la grande révolution armée, de la guerre de libération algérienne. Et vous avez pu écouter aussi notre grand cheikh, le cardinal Haj Mohamed Al-Anqa Belfoum Oulemla, Rabbi Yerhamou, qui a chanté ce morceau sublime dès l'indépendance et qui est devenu lui aussi cette chanson qui est devenue elle aussi une chanson emblématique de la révolution algérienne. Je
rappelle le titre de cette émission, Algérie, 19 mars, journée d'une victoire inachevée. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Lies Jbeili, militant pour la démocratie universitaire. Lies Jbeili, merci d'être avec nous. Pour l'invitation. Merci pour l'invitation et je remercie votre émission Décryptage que je lui souhaite une longue vie. Il faut qu'elle aille le plus loin possible, sans obstacle, parce que quelque part, c'est un support sur lequel, autour duquel on s'appuie pour diffuser la bonne parole pour la conquête des libertés en Algérie. Ça, c'est très important. Restez avec nous, Lies Jbeili. Donc, j'ai le plaisir, tout autant de plaisir, de recevoir Maître Aïssa Rahmoun, avocat à Paris, secrétaire général de la Fédération internationale des droits humains. Aïssa Rahmoun, merci d'être des nôtres. On ne vous entend pas, on ne vous entend pas. Écoutez. On ne vous entend pas, Aïssa Rahmoun. Je reviens à Lies Jbeili le temps que là. Il est là. Aïssa Rahmoun, je vous laisse donc vous exprimer. Nous vous avons retrouvé. Aïssa Rahmoun? Oui, vous m'entendez si là, on vous entend très bien. Je vous en prie. Bonsoir. Merci. Mes salutations à Lies Jbeili. Mes salutations à toute l'équipe, à la régie et aux téléspectateurs. Merci. Alors, que vous inspire donc cette journée du 19 mars que nous avons titrée aujourd'hui, journée d'une victoire inachevée? Encore une fois, bonsoir. La journée du 19 mars n'est pas seulement la journée d'une victoire inachevée, mais je dirais que c'est la journée aussi d'un processus de décolonisation inachevé. Parce que l'évocation de la décolonisation n'est pas seulement le fait d'accéder à la souveraineté du territoire ou à la libération du territoire, mais un processus de décolonisation, c'est aussi une décolonisation par rapport à une culture, par rapport à une politique coloniale, par rapport à une souveraineté économique, à une souveraineté sociale, à une souveraineté juridique, à toutes les formes de souveraineté. Et dans ce processus de décolonisation, effectivement, on s'aperçoit que 64 ans après l'indépendance du pays, 65 ans pratiquement, on se retrouve devant une situation où l'humain aujourd'hui, le citoyen algérien, l'exercice de la citoyenneté n'est pas encore décolonisé. Et pour preuve, il reste toujours des compatriotes algériens qui croupissent dans les prisons pour le fait d'avoir une opinion, d'exprimer une idée, d'avoir une voix discordante. Et la légitimité populaire, justement, parlons de la décolonisation, est-ce qu'au moins on a eu une élection libre et transparente en Algérie depuis l'indépendance, à part les élections de 91, il faut le dire, où c'était un processus électoral, un processus démocratique qui était avorté au lendemain du multipartisme, de la pluralité politique, où on avait des partis politiques se créer, des associations de la société civile, des journaux, une ambiance sociale, quoi, une ambiance participative où le citoyen participait comme il voulait, dans les règles, bien sûr, du respect mutuel, de la construction de l'état de droit. Force est de constater qu'après la fermeture de cette brèche et après la guerre civile qui a endeuillé des milliers d'Algériens, voire des centaines de milliers d'Algériens, vient après 2 décennies de corruption, de dilapidation, et après 2021, le Hirak
est fermée une deuxième fois après le Covid pour que vienne une autre décennie de répression, de violence législative, de violence tout azimut, de maintien de l'option sécuritaire et la lutte du régime contre l'aspiration du peuple et de la société algérienne. Donc aujourd'hui, il s'agit non seulement d'une victoire inachevée, mais d'un processus de décolonisation qui est aussi inachevé. Jbaili, donc... Merci. Mais alors, Jbaili, alors Issa Rahmoun, qui a j'allais dire, donné encore plus d'intensité au titre d'aujourd'hui, Algérie 19 mars, journée d'une victoire inachevée, lui a donné encore plus d'intensité en parlant, à très juste titre, selon moi, vous nous direz votre avis, d'un processus inachevé de décolonisation. Et j'aimerais, avant de vous donner la parole, vous rappeler les 3 slogans les plus porteurs, les plus scandés, les plus clamés pendant le Hirak. Rappelez-vous, Mukhabarat Irhabiya, Madaniya Mashi Askariya, et surtout, le plus émouvant et le plus parlant, le plus significatif, c'est quand les manifestants criaient Istiqlal. Et je n'en dis pas plus, bien si je vais dire. Alors, moi, je vais reprendre un autre chemin beaucoup plus, enfin, on va dire, allez, je vais prendre un autre chemin pour rendre hommage à la fois à un grand révolutionnaire qui était le porte-parole durant les accords d'Évian, Reda Melk, Allah yarhamou, et qui disait que la révolution reste inachevée. Au lieu que je prenne le mot victoire, je le substitue par révolution inachevée. 8 ans de lutte implacable qui a mobilisé toutes les ressources du pays à travers tout le territoire national. Une révolution qui aboutit à l'indépendance totale, à l'unité du peuple algérien et à l'intégrité territoriale. Mais c'est rare qu'une révolution aboutisse. Ça, c'est lui qui l'a dit, n'est autre que le grand révolutionnaire et l'intellectuel Reda Melk. Mais pour ne pas dire, il reste beaucoup à faire, pour ne pas dire rien n'a été fait depuis 62. C'est que nous n'avons pas réussi la période post-indépendance. Je voulais comparer certains d'autres pays qui étaient dans le même cas que nous. Il y en a qui ont réussi, il y a d'autres qui n'ont pas réussi. C'est un choix qui a été fait après 62, qui va à l'encontre de l'évolution, à l'encontre du progrès, à l'encontre des ouvertures, parce que je pense que le serment de 1er novembre 54, et je me rappelle que Moustapha Ben Bouaïd, Allah yarhamou, quand il a pris la fuite de la prison de Koudia, qui est à Constantine, il a laissé une lettre, une missive au geôlier que nous voulons bâtir un État moderne sans distinction de race et de religion. Et c'est ça, au fait, c'est que, et aussi rendre hommage, parce que là, il faut rendre hommage à tout le monde. C'est notre devoir. Ben Ramadan, Allah yarhamou, bien sûr Ben Mehidi, et tous les autres, et je m'excuse si je ne veux pas évoquer tous les noms, qui disaient que nous voulons une Algérie, l'algérienne qui dépend ni de Londres, ni de Washington, ni de Paris. Je pense que tous les révolutionnaires, toutes celles et ceux qui ont donné leur vie pour la libération de notre pays, n'ont pas souhaité qu'on s'en trouve dans cette situation, il faut dire les choses, qui voulaient un État moderne, social, certes,
et surtout le respect des libertés de conscience, des libertés fondamentales. Et malheureusement, tout ça n'a pas été. Et peut-être nous célébrons le 19 mars, mais à minima finalement. Est-ce que c'est un goût inachevé, une révolution inachevée? Pour moi, la victoire, elle est acquise. Parce qu'à partir du moment où vous avez donné votre vie, ou 1,5 million qui ont donné leur vie pour la libération de la patrie, c'est une victoire. On ne peut pas lui donner notre qualificatif ou notre sémantique. Victoire inachevée, pas inachevée, c'est une victoire, point barre. Mais en revanche, la révolution, elle n'a pas abouti. La révolution, elle est inachevée. Je n'ai pas la paternité de ce mot, ce n'est autre que donc finalement, nous nous retrouvons, comme disait très justement mon ami Aïssa Rahmoun, juriste et avocat, qui a cette magie de trouver les mots. C'est vrai, c'est inachevé. Ces 64 ans, nous débattons encore sur le devenir de notre pays, de notre société. Mais arrêtez de dire que nous avons un pays continent. Non, nous avons certes tout, mais nous n'avons pas réussi cette révolution. Ce n'est pas notre faute. Est-ce que qui est responsable? Les responsables, ceux qui ont fait le coup d'État en 62, ceux qui n'ont pas voulu s'ouvrir, ceux qui ont refusé l'alternance. Comment voulez-vous bâtir un pays quand vous êtes contre l'alternance du pouvoir, vous êtes contre le progrès, l'évolution, quand vous voulez anéantir ou réduire, vous voulez réduire votre peuple, vos frères, vos sœurs, vos enfants, la société algérienne a un tube digestif, c'est malheureusement, sans parler de la révolution économique, la souveraineté économique, la souveraineté politique, la souveraineté sociale et tout ça. Voilà. J'aimerais reprendre, Lies, ce mot que vous venez de prononcer à juste titre, dont vous dites non, l'Algérie n'est pas un pays continent. Cette propension du régime à disséminer des slogans creux qui ne veulent rien dire pour gonfler l'ego des gens très frustrés par ailleurs et qui s'en servent pour se faire un peu mousser. Un pays continent, la force de frappe, un pays continent, l'URSS, le pays le plus grand du monde sur un plan géographique, ne s'est jamais dit un pays continent. L'Inde ne s'est jamais dit, d'ailleurs l'Inde se fait appeler le sous-continent indien. Et encore, il n'y a pas que l'Inde dedans. Des pays autrement plus vastes, plus grands que l'Algérie, ne se sont jamais dit pays continent. Même le Soudan, avant qu'il ne soit éclaté et qui ne laisse la place à l'Algérie comme premier pays d'Afrique, ne se disait pas le pays continent. Donc cette propension très malsaine de se faire comme ça mousser en usant de ce genre de slogan creux, c'est vraiment déplorable. Mais sinon, Aïssa Rahmoun, qu'est-ce qui explique pour vous ce processus inachevé, comme disait Rachid Mimouni, Rabbi Yarhamou, ce grand écrivain, qu'est-ce qui explique ce fleuve détourné, ce fleuve de la révolution détournée, qui explique que dès l'indépendance, le pouvoir a été volé aux Algériens par un coup d'État, puis 3 ans plus tard par un autre coup d'État, puis par une infinité de coups d'État, puis on est rentré dans le coup d'État permanent. Le coup d'État permanent qui consiste à toujours prendre le pouvoir au peuple et qui consiste surtout à empêcher le peuple de recouvrer sa souveraineté sur son propre pays. D'où nous viennent ces perversions systémiques de la révolution algérienne. Je reviens à ce qu'avait énoncé mon ami Lies Djibaïdi. Effectivement, il s'agit d'une révolution inachevée, mais aussi d'une indépendance inachevée. Parce que l'aboutissement de la révolution l'engage et les révolutionnaires et le peuple algérien par rapport à un texte historique, le texte fondateur de la révolution algérienne, qui est la déclaration du 1er novembre 54.
C'est là où les dirigeants politiques algériens ont mis en place l'esprit de la révolution. Et il ne faut pas se déconnecter de la transcription de novembre, de la déclaration de l'appel de novembre 54, qui a donné déjà l'identité, l'ADN de la nation algérienne, c'est-à-dire un État démocratique et social, d'une part. Je voudrais citer une citation de Abraham Lincoln, qui est un homme d'État américain de 1809 10 à 1864 ou 65, qui disait « J'ai une grande confiance dans le peuple. Si on lui dit la vérité, on peut compter sur lui pour faire face à n'importe quelle crise nationale. L'important est de lui présenter la réalité des faits. » Donc la réalité des faits de l'appel du 1er novembre 54 est un point de départ. Et après l'indépendance, vous venez de le dire, c'est Djemal, pour revenir à la question, la succession de coups d'État qui diffèrent dans la manière dont ils sont opérés. Coup d'État par l'assassinat, coup d'État par la prise de pouvoir, par la violence, et là on revient au lendemain de l'indépendance, c'est-à-dire la prise de pouvoir par l'armée des frontières, coup d'État institutionnel, coup d'État constitutionnel, coup d'État scientifique, tous les coups d'État qu'on puisse imaginer qui sont opérés dans le monde, l'Algérie demeure le laboratoire des coups d'État, une école de coups d'État. Et souvenez-vous, au lendemain de l'indépendance, des énoncés ou des transcriptions, le peuple avait vu apparaître des transcriptions sur les murs de la Casbah à Alger. Ces énoncés disaient « Seul héros, le peuple ». Et moi, personnellement, hein, c'est un avis, je trouve que ces énoncés étaient très manipulés, dans le sens où la révolution algérienne, elle a eu ses héros, elle a eu ses hommes d'État, elle a eu ses politiques, elle a eu ses décideurs, ses architectes, ses révolutionnaires, ses martyrs, ses maquisards, ses moudjahidines. Donc il y avait un encadrement de la révolution. Et justement, quand l'armée des frontières commençait à envahir, j'ose pas dire, pour ne pas insulter le passé, reconquérir Alger et l'Algérie, c'est une autre reconquête, un autre type de reconquête. Il fallait effacer la mémoire du peuple algérien. Et quand on ne dit pas justement la vérité au peuple, comme disait Abraham Lincoln, c'est que le peuple ne peut pas soutenir un tel régime. Et aujourd'hui, justement, sur les différents coups d'État, il s'agissait de s'accaparer du pouvoir avec une logique patriarcat de la gestion de l'État, qui a infantilisé le peuple, qui a traité le peuple comme sujet, pas comme acteur, pas comme moteur du changement, du développement, pas comme participant à l'exercice de la citoyenneté. C'est là qu'on a trahi l'esprit de la lettre de novembre, l'État démocratique et social. Démocratique, c'est-à-dire que l'accès au pouvoir va se faire avec des mécanismes démocratiques, que les transitions se fassent d'une manière apaisée, avec des textes applicables et opposables, une réglementation applicable et opposable pour tous les acteurs de la vie politique, sociale par la répartition des richesses du pays. Force est de constater qu'après différentes décennies que j'avais qualifiées au départ de ma petite communication, la guerre civile et les 20 ans de dilapidation, en moins pour citer que ces 30 ans les dernières 30 ans de l'Algérie sont revenir aux années 60-70, force est de constater qu'on a non pas seulement trahi le peuple, caché plutôt la vérité au peuple, mais on l'a trahi
et la lettre de novembre est aujourd'hui trahie. Alors justement, dans cette vision des choses, Ilyas Jbaili, j'aimerais rappeler une citation de Hussein Ait Ahmed, Rabbi Yarhamou, ce visionnaire, cet homme qui faisait partie de ceux qui avaient allumé le feu de la révolution, mais qui a toujours su rester du bon côté de la révolution, qui n'a jamais abdiqué ses aspirations à la dignité pour tout un peuple, qui a toujours refusé le tapis rouge qu'on lui avait déroulé, qui menait jusqu'au fauteuil présidentiel, parce qu'il refusait de trahir son peuple. Cet homme, ce grand homme, qui avait même combattu les armes à la main ce régime, qui n'avait pas hésité à aller au charbon contre ses propres compatriotes, malheureusement, qui obéissaient à des gens qui ne pensaient qu'au pouvoir personnel et à leur avenir personnel à la tête de ce pays qu'ils avaient confisqué. Il avait dit justement cette citation: l'indépendance confisquée. Ilyas Jbaili, est-ce que nous pouvons dire à travers cela qu'en fait, à partir du moment que l'indépendance a été confisquée, qu'il n'y a pas eu d'indépendance du tout, que nous sommes passés d'un colonialisme à une occupation d'un autre type, à la différence que cette occupation sortait de nos propres flancs, de nos propres rangs, parmi nos propres frères? Hussein Ait Ahmed, quand il évoquait que l'indépendance elle est confisquée, c'est-à-dire c'est un peuple qui a su recouvrer sa liberté, son intégrité territoriale, mais les libertés, non. Mais quand je vois le préambule de la Constitution, Jamel Dine, de 2020, il y a une expression qui m'a toujours choqué. Hein. Je dis bien le préambule de la Constitution de 2020. L'expression « le peuple algérien est un peuple libre et décidé à le demeurer ». C'est-à-dire qu'il y a le lien directement avec le serment du 1er novembre 1954. Moi, je pose la question, est-ce que le peuple algérien est un peuple libre? Non. Est-ce que le peuple algérien exerce sa citoyenneté? Non. En fait, c'est que les choses n'ont pas changé finalement. Et je vais vous choquer. Avant l'indépendance, le peuple algérien vivait sous le poids de la domination coloniale. Mais après 62, le peuple algérien vit sous le poids de la domination dictatoriale du pouvoir du régime algérien. C'est une panoplie de coups d'État depuis 62 jusqu'à maintenant. À la différence, Ilyas, pardonnez-moi de vous interrompre, parce que ça nécessite vraiment d'être signalé, à la différence que ce régime qui a remplacé le colonialisme au pied levé, il a voulu montrer patte blanche d'une certaine façon pour tromper l'ennemi qui était son propre peuple, en confisquant la révolution algérienne, en confisquant la mémoire révolutionnaire, en confisquant le statut des chouhada dont il dit qu'il est le digne héritier. Absolument. En fait, il veut confisquer, il veut s'accaparer le monopole. Non seulement il s'est accaparé le monopole de la révolution, donc en quelque sorte, quand vous avez le monopole de la révolution, vous êtes prioritaire sur les prises de décision, et de facto, vous êtes décisionnaire et vous avez la légitimité pour diriger. C'est ça, finalement. À chaque fois, du 1er novembre 1954. Mais tout ça, c'est fait volontairement pour pousser le peuple algérien qui ne soit pas du côté de l'histoire, finalement. Il n'y a que eux qui sont du côté de l'histoire. Il n'y a que eux qui ont fait la révolution. Il n'y a que eux qui décident du destin d'un peuple, finalement, quand vous n'exercez plus votre citoyenneté. Moi, je me rappelle d'un slogan. Tous les slogans, je ne suis pas d'accord. Il y a des slogans, enfin, dont je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas l'objectif de l'émission. Il y a un slogan qui a été phare, un slogan, ce n'est pas Tameni Sharadi, un autre slogan qui dit Sha'b bila muwatana, c'est-à-dire un peuple sans citoyenneté. Un peuple sans citoyenneté. Quand vous n'arrivez pas à exercer votre citoyenneté, vous n'êtes plus citoyen. Je ne dirais même pas où vous êtes sujet, vous êtes quoi? C'est ça.
Est-ce que c'est comme ça qu'on veut construire un pays? Mais c'est eux qui ont trahi le serment de 54. Mais c'est eux. Le Hirak, c'était une solution inédite pour eux, pour refaire repartir l'Algérie sur les bons rails, avec une amnistie totale, et la main dans la main pour construire notre pays, sans, je veux dire, sans haine, rien. Ils ont refusé le Hirak. Le Hirak, ce n'était pas une solution aussi pour eux. C'était une alternance, une solution qui était pondue pour le peuple algérien, pour eux et pour tout le monde, pour mettre fin de façon définitive à toute cette maladie qui gangrène l'Algérie depuis 62 sur le plan politique, sur le plan économique. Malheureusement, ils ont refusé l'histoire. L'histoire, elle va les condamner parce qu'ils sont comptables face à cette histoire, pas face au peuple. Le peuple est fidèle à sa lutte. Peu importe, mais nous restons, nous militons, nous sommes des voix pour les sans-voix aussi. Mais une histoire, Ilyas Jubaili, qui n'a pas fini de dire son dernier mot, mais qui continue d'être l'otage de ce pouvoir, de ce système, de ce régime. Justement, Issa Rahmoun, ce régime qui a non seulement détourné le fleuve de la Révolution, qui a non seulement vidé l'indépendance de sa substance même, non seulement il s'est substitué au pied levé au colonialisme, souvent avec les mêmes méthodes de flicage, de torture, de mensonges, de propagande, de même mise sur l'expression politique, de même mise sur la presse, mais surtout, et pire que tout, il a réussi non seulement à infiltrer l'ALN, l'Armée de libération nationale, par l'armée des frontières qui attendait son heure, mais aussi, rappelons-le, que le 19 mars 1962, des dizaines de milliers d'Algériens, alors qu'il n'y avait plus une seule balle à tirer, ça y est, c'est l'indépendance, c'est le cessez-le-feu, des dizaines, et quand je dis des dizaines de milliers, je reste très très mesuré, de gens sont montés au maquis et ont été accueillis en anciens moudjahidines. Et quand ils sont descendus du maquis, ils ont tous eu leur attestation d'anciens moudjahidines. Le seul acte de bravoure dont ils se sont rendus, qu'ils ont commis, j'allais dire, commis est bien le verbe choisi, c'est pas tous, bien sûr, mais dans une certaine région d'Algérie, les anciens moudjahidines du 19 mars 62 ont fait un massacre, un carnage des Harkis qui n'ont pas réussi à fuir le pays que la France avait abandonné et des pieds noirs à Oran, par exemple, notamment. Mais donc, il a réussi à infiltrer, à infecter cette armée de libération nationale, à la faire sienne, à la domestiquer, à en dégager une junte qui allait devenir le vrai maître du pays et qui, jusqu'à aujourd'hui, a la haute main sur l'armée et sur le pays tout entier, au point où c'est elle qui désigne les chefs d'État, qui doit être député, qui ne doit pas l'être, qui doit avoir un journal, qui ne doit pas l'avoir, qui doit avoir un parti politique, qui ne doit pas l'avoir, qui doit avoir une ligue algérienne de défense des droits de l'homme comme celle où vous étiez, qui doit être dissoute. Et là où je voulais en venir après cette longue introduction, vous me pardonnerez, Issa Rahmoun, c'est ils ont poussé le bouchon jusqu'à faire crier, hurler, scander par leurs députés, qui sont normalement censés être les représentants du peuple, Jish, Cheb, Khawa, Khawa. En ne se rendant pas compte que c'est là un sacrilège, que c'est une insulte à la démocratie, puisque Jish ou Cheb ne sont pas deux entités distinctes. Jish est une institution parmi les autres institutions qui relèvent de la souveraineté du peuple. Dire Jish, Cheb, Khawa, Khawa, ça veut dire c'est reconnaître de façon tonitruante
que le JICH est une entité à part. Et comme elle a la force, c'est elle donc qui prédomine sur le peuple. Aïssa Rahmoun. Avant de répondre à la question, vous savez, Si Jamal, le degré où les Algériens, l'IOM, c'est vraiment grave, un phénomène très grave. Aujourd'hui, les Algériens, quand on discute, quand ça se passe dans la rue, ça se passe avec les jeunes. Quand un jeune Algérien te dit aujourd'hui, خسارة خرجناهم. خسارة خرجنا فرنسا. Quand aujourd'hui des milliers d'Algériens demandent la naturalisation dans tous les pays du monde, que ce soit en France, au Canada, aux États-Unis, etc., etc. C'est ça la trahison de l'esprit de novembre. Et je reviens à un processus de décolonisation où la fierté d'être algérien, révolutionnaire, constructeur d'un État, une diplomatie incroyable, juste, une diplomatie courageuse, une diplomatie qui soutient la cause des peuples à l'autodétermination. C'est-à-dire l'une des prouesses absurdes, l'une des bêtises que le régime a réussi à inculquer chez l'Algérien, c'est de regretter d'être algérien. C'est de nier son appartenance à cette terre, au sang versé pour cette terre. Et c'est là le degré suprême de l'imbécilité, de la sottise, de l'absurdité d'un règne sans contre-pouvoir, sans contrôle. Ça, d'une part. Le deuxième degré de la dictature qui s'est installée dans le pays, c'est le fait aujourd'hui, un ami à moi, président d'honneur de la FIDH, Maître Patrick Baudouin, vous avez eu à inviter à une de vos plateaux, Si Jamal, disait à l'occasion de ses visites dans les pays les plus dictatoriaux, parce que l'Algérie, bon, à un certain moment, c'était un pays autoritaire, mais pas un pays dictatorial. Il avait exprimé la situation suivante en disant que j'ai rencontré des citoyens lambda qui n'avaient pas confiance avec leurs voisins, avec leurs cousins, même avec leurs frères. C'est un pays qui était où les services de sécurité ont pénétré même les foyers, les maisons, et tout le monde avait peur de tout le monde. Donc on est arrivé à ce stade aujourd'hui, dans les comités de village, dans les comités de quartier, dans les cités, dans les villes, dans les zones rurales, dans les zones urbaines, où aujourd'hui l'Algérien a peur de celui qu'il a en face, a peur de celui qu'il a à côté, derrière et devant lui. C'est le degré suprême de la dictature. C'est de créer une société de surveillance à outrance, où la surveillance policière est une primauté sur toute activité citoyenne. Permettez-moi, Si Jamal, j'avais oublié la suite de votre question, je m'en excuse. Est-ce que vous pouvez répéter sur cette notion, j'allais dire juridique, oui, principielle de ce slogan. Le Jishab Hawa, il faut l'appréhender avec deux axes. C'est quand dans le Hirak, les Algériens scandaient le Jishab Hawa, et le spectacle qu'on avait vu à l'Assemblée nationale. Quand les jeunes Algériens, pendant le Hirak, disaient le Jishab Hawa, c'était pas un appel à intervention. C'était pas appel à s'immiscer dans la chose politique, parce qu'à côté du Jishab Hawa, il y avait le Dawla Madaniya Machi Askaria. C'était un appel pour l'armée à ne pas reprendre le pouvoir, à ne plus s'accaparer du pouvoir. C'est-à-dire que vous, en tant
que armée nationale, à l'armée populaire nationale, vous faites partie de ce peuple. Il est de votre devoir, mais aussi de votre droit, de protéger un processus révolutionnaire. C'était celui du Hirak. Par contre, l'énoncé de l'APN, qui ressemble à l'ANP, d'ailleurs, il y a juste une voyelle qui décale pour qu'il s'adresse à Al-Jishab Hawa Hawa, là, il confirme que leur appartenance appartient à une décision de la junte militaire, à une décision de l'état-major de l'armée. Leur inféodation aux décisions militaires. Parce que, on l'a constaté à l'occasion d'adoption, de la mise en place déjà du Haut Conseil de sécurité, de ce mécanisme de classification de terrorisme, des différents conseils de sécurité qui se tiennent, que des décisions se prenaient ailleurs que l'Assemblée nationale, ailleurs que le pouvoir législatif, que le pouvoir judiciaire et les différents pouvoirs existants en Algérie. Donc les deux messages, ils sont différents. Le message du peuple est un message existentiel, est un message qui implique la souveraineté populaire dans le processus de prise de décision. Mais le message des élus, entre guillemets, parce que ce n'est pas une institution qui est votée par le peuple algérien. On connaît l'histoire des élections en Algérie. Ils ils proposent leur service inféodé à un régime. Et d'ailleurs, le Sénat avait revu pratiquement 14 ou 15 articles de la loi sur la criminalisation de la colonisation. Et au bout du compte, on voit le résultat, voilà. Merci. Alors, Lies Jubaili, donc, au moment où le Hirak scandait, mais d'une façon absolument magistrale, nationale, dans tout le pays, dans toutes les manifestations, c'était quasiment le slogan principal, le slogan porteur, autour duquel se construisaient tous les autres slogans, si je peux dire, toutes les autres professions de foi démocratiques, d'où la Madaniya Machi Askariya. Les députés, qui ne sont pas les représentants du peuple, qui sont élus par la fraude électorale et la désignation arbitraire, ces députés et ces sénateurs avaient scandé Jish Shab Khawa Khawa. Ça veut dire donnant le rang de l'armée, le même rang à l'armée que celui du peuple. Khawa Khawa, ils sont frères. Ça veut dire qu'ils sont semblables, mais reconnaître aussi qu'ils ne sont pas dans le même camp, qu'ils ne sont pas de la même valeur, qu'ils ne sont pas de la même extraction. Jish Shab Khawa Khawa. Alors, Lies Jubaili. Vous savez, cher Jamaluddin, je me suis toujours refusé le fait. C'est une question qui a été posée. Comment vous qualifiez le pouvoir algérien? Attention, parce que c'était la sémantique. Comment on le qualifie? Est-ce que c'est une dictature ou c'est un régime autoritaire? Et quand j'ai commencé à militer les premières années dans le Hirak, je voulais faire très attention aux mots de disant je me refuse de franchir le Rubicon sémantique. Le régime, le pouvoir algérien est un pouvoir autoritaire. Mais au fur et à mesure de mon maigre militantisme au sein du Hirak et le peu d'années, je me suis dit, finalement, ce n'est plus un régime autoritaire, on est dans une dictature totale. Et ce qui m'a un petit peu appuyé, je veux dire, ma vision, c'est l'historien Chak qui disait que le pouvoir algérien est une dictature pilotée par une oligarchie militaire. C'est un régime dans le noyau très dur qui s'articule autour de trois choses: l'armée, les renseignements et un cercle de décideurs opaques. Et le slogan Khawa Khawa, c'est un slogan, moi c'est pas parce que je dis moi, mais je l'ai démasqué, je dis
Mais c'est trompeur, khawa khawa, ça veut dire quoi? Et d'ailleurs, vous venez de l'expliquer très justement, de dire, c'est une armée, c'est une institution. Et quand on entend que, ou Shab, c'est pas la même chose. Shab, c'est une unité, c'est le peuple, ou le Jish, c'est une institution, elle est instrumentalisée par ceux qui disent que l'armée est l'héritière de la LN. Mais moi, j'ai dit, Allah yarhamou, que Sha'bani, que je connaissais un cousin à lui, j'ai dit quand même, Sha'bani, je lui rends hommage, c'est un grand combattant, il est mort très jeune, à 30 ans, qui ont pissé sur son corps, il faut dire les choses. Il a dit non, je refuse que les dafistes, les déserteurs de l'armée française, ou ceux qui ont poussé à déserter l'armée française, intègrent le corps de l'armée. Parce que l'armée de libération nationale est une chose où le chat et le Jeish, l'armée, est-ce qu'elle est vraiment héritière ou pas? C'est ça la question. Est-ce qu'il y avait une continuité? Parce qu'on était une armée de combattants. Et l'armée de combattants, c'est une armée du peuple. C'est ça l'armée de libération nationale. Comment une armée de combattants? Je n'ai pas compris. Au fait, ce que je disais, c'est une armée vraiment du peuple qui n'a jamais été instrumentalisée. Mais combattant, le mot combattant, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, je le retire, c'est-à-dire c'était une armée qui était, c'était des poches, c'est-à-dire. Ah, d'accord. C'est des poches, au fait, c'est une. Non, mais c'est devenu l'armée algérienne, la LN, était devenue des poches isolées, encerclées, etc., depuis les opérations Chal. Mais avant l'opération Chal, la LN de l'intérieur était une armée très homogène, formée, qui présentait le drapeau pendant le rassemblement du matin, en plein maquis, hein, qui avait des grades, qui avait des liaisons, qui avait un service de renseignement, qui avait des wilayas, des chefs de wilaya, une véritable organisation. Une armée de cantons, comme vous dites, ou de petits morceaux à gauche, à droite, ça c'était après qu'elle ait été quasiment désintégrée par les opérations Chal pour laisser toute la place à l'armée des frontières. Absolument. Donc, je vous remercie, enfin plutôt je te remercie, cher Jamaluddin, de la correction et de la justesse des mots. Donc finalement, en fait, l'armée, en tout cas l'armée algérienne, notre armée elle a été instrumentalisée par le pouvoir. Parce que le fameux Jeish ou Sha'b Khawa Khawa, si vous vous rappelez, si au temps du feu Gaïd Saleh, c'est lui, en fait, c'était très trompeur. C'était pour dénaturer, le combat. C'était pour gagner du temps. À cette époque-là, c'était pour gagner du temps, c'est pour essayer un petit peu de préparer les élections présidentielles qui étaient prévues, je me rappelle, en juin ou en juillet. Après, il a convoqué le corps électoral en décembre 2019. Et tout ça, c'était le Khawa Khawa, c'était très trompeur, mais parce que l'armée, c'est notre armée. C'est pas l'armée du pouvoir, parce que l'armée nationale, elle est au service du peuple, elle est au service de la nation, elle n'est pas au service de certains généraux. Est-ce qu'on va dire tous les généraux ou pas? En tout cas, ceux qui ont décidé, ceux qui voulaient laisser notre pays dans cet état sont responsables. On ne va pas citer leur nom, mais ils sont responsables. Merci. Alors, comme nous arrivons à la fin de l'émission, Lias Jebeli, je vais revenir vers vous pour le mot de la fin. Issa Rahmoun, le mot de la fin sur cette émission, sur cette journée du 19 mars, en moins d'une minute, s'il vous plaît. Moi, je dis, oui, non, je ne vais pas tarder. Je reviens sur ce qu'avait déclaré Lias Jebeli et par ailleurs Si Jamal aussi. Il ne faut pas être amnésique parce que durant le Hirak, le message de Jeish Sha'b Khawa Khawa, c'était un message pour les militaires algériens, pas les militaires qui sont dans l'état-major. Parce qu'à côté de ce message qui était envoyé aux Algériens qui sont dans le corps armé, il y avait un autre message de Gaïd Saleh qui disait la chose suivante, il faut se souvenir,
نقولوا للقايد نافيغي كارت شيفا الشعب وفايق حنا نحينا بوتفليقه. Donc il y avait deux messages. Le premier message, c'est dire à l'armée, attention, ne rentrez pas dans les combines de l'état-major. Un message à l'état-major qui disait, c'est bon, خلاص, يا جماعة حشموا. On est assez adulte, assez mûr politiquement. On est devenus des citoyens. On a compris les expériences traversées par les Algériens, qu'aujourd'hui, effectivement, parce que là, je partage l'avis de Lias, que l'armée doit être une armée institutionnelle, qui ne s'immisce pas dans les affaires politiques de l'État. Plus que ça, Abdelrahman Hadj Nasser, l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, avait déclaré la chose suivante, que si les militaires ils veulent faire des affaires, qu'ils enlèvent la casquette. Ils deviennent des citoyens comme nous tous. Les privilèges pour les banques, pour les lignes de crédit, pour les investissements, etc., ils doivent les mettre comme nous tous, mais pas avec la qualité de porteur de casquette. Merci. Alors, Lias Bailey, en moins d'une minute, s'il vous plaît. Le grand, qui n'est pas grec, qui est macédonien, sur son lit de mort, il a dit qu'est-ce que vous espérez? Moi, je dis que c'est l'espoir. Et je vais rajouter l'espérance, parce que peut-être parce que l'espérance aussi, peut-être c'est peut-être un peu la consonance religieuse ou la foi. Mais je dis pour nous l'espoir et l'espérance de revoir notre pays prendre le chemin de la démocratie. Et que tous les pays dictatoriaux, autoritaires, peu importe, n'ont jamais duré dans le temps, il n'y a jamais. Ils ne peuvent pas tenir, c'est intenable, parce que la dimension du temps, c'est une dimension terrible. Et cette dimension du temps va avaler tout ce qu'elle trouve sur son chemin. Elle va avaler la dictature et l'autoritarisme. C'est-à-dire l'autoritarisme, la dictature post-révolutionnaire, on ne veut plus. Le peuple algérien veut la liberté. Le peuple algérien veut vivre librement sur son territoire. On ne veut plus de voir nos haragas en train de sillonner les couloirs maritimes de la mort. Et c'est ça ce qui est terrible. Merci. Parce que quelque part une pensée aussi pour ce 19 mars, mais gardons l'espoir. L'espoir fait vivre, oui. L'espoir, oui. C'est intrinsèquement, il faut qu'il soit intrinsèquement lié en nous. Nous réussirons grâce à cette panoplie, grâce à l'intelligence collective du grand peuple algérien. Merci Lias Bailey, merci Aïssa Rahmoun. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que 3 de nos camarades détenus du Hirak viennent d'être élargis, libérés dans le cadre de la grâce présidentielle. Il reste à savoir, nous n'avons pas encore suffisamment d'informations, s'ils ont été libérés dans le cadre qui est le leur, celui de détenus d'opinion, de prisonniers politiques, ou alors s'ils ont été libérés dans le lot des prisonniers de droit commun. Il s'agit de Youssef Hadef, Youssef Belwardi, Sohib Debbarin, et content pour eux qu'ils puissent aller passer l'Eid avec leur famille, comme vous tous, mes chers amis qui nous suivez en ce moment. Écoutez-moi. Retournez chez vous. Qu'est-ce que vous voulez? الاستقلال! روحوا بلادنا! الاستقلال! الاستقلال! الحقوا حريتنا! هدوا خالد لنا هدوا!
أصلت الهادي شفيعنا زيد بدو عدنان. الله أكبر سلاح المجاهدين زيادنا، تنصر جيش حرير على العذاب من فضل الرحمن. اللي استشهد مرحوم واللي عاش يبقى في لامان.